Que vous soyez à la plage, à la montagne, avec votre belle-mère, en vacances ou encore au bureau à être le seul à trimer jour et nuit, vous êtes bien sur le podcast de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on va parler d'investissement diversifié sur base du permanent portfolio avec Ismaël. Ismaël, originaire de Poitiers, qui a été pompier notamment à Paris et dans le nord de la France, et qui à présent est investi dans diverses classes d'actifs, presque toutes les classes d'actifs auxquelles vous pouvez penser. Donc j'étais super content de partager cet épisode avec Ismaël. On avait 1 million de choses à nous dire, on a essayé d'aller à l'essentiel, mais c'est de nouveau un épisode qui aurait pu durer très très longtemps. Donc je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve tout de suite avec Ismaël après le jingle. Et bonjour à tous, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Ismaël qui fait partie de la grande famille des podcasteurs qui s'agrandit, et on va traiter du sujet notamment de la diversification des investissements. Salut Ismaël. Ouais, salut Thibaut. Bah écoute, merci pour ton invitation. C'est avec grand plaisir que je participe à ton super podcast également. Tu as une belle présence, que ce soit voilà, au niveau de l'audio avec le podcast, avec ta page Instagram, etc. Et donc c'est vraiment encore une fois avec grand plaisir que je suis là et puis qu'on va partager le moment ensemble. Ouais. Super, super. Et Ismaël est très occupé, donc j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir avoir un petit créneau pour l'interview. Donc si tu pouvais te présenter rapidement pour démarrer. Ouais, carrément, avec plaisir. Comme on l'a dit, donc ouais, je m'appelle Ismaël Bernus. Moi, j'ai 35 ans. Je suis originaire de Poitiers, là où je vis actuellement, à une petite ville à 15 minutes de Poitiers. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai fait mes études, ma scolarité, etc. ici. J'ai grandi là. Et après, à l'âge de 20 ans, je me suis engagé chez les militaires en étant pompier à Paris. Et ça pendant près de 6 ans. Et suite à ça, j'ai continué sur ce chemin on va dire, servir un petit peu les autres, d'être engagé toujours dans le service public. Et j'ai prolongé mon engagement chez les sapeurs-pompiers professionnels pendant près de 10 ans dans le Nord, à côté de Lille. Voilà, je suis pacsé, l'heureux papa de 2 magnifiques filles de 3 ans, 5 ans, voilà, que j'ai pu avoir lors de mon passage dans le Nord, avec ma compagne qui m'avait suivi, hein, qui est originaire de Poitiers. Et là, maintenant, depuis 1 an et demi, maintenant, Noël, il y a 2 ans, euh, j'ai démissionné des pompiers suite à différents investissements, etc., que j'avais fait pour pouvoir revenir m'installer sur Poitiers. Voilà, au soleil. C'est pas tout à fait le sud, mais c'est toujours mieux que à Lille ou Paris. Et c'est marrant Non, parce non, que non, détrompe-toi, ah, Lille, le Nord, c'est excellent. Alors, c'est vrai que au niveau de la météo, oui, en effet, on pourrait en parler. Il y a à redire, mais en tout cas, comme on dit, on pleure 2 fois, et ça a vraiment été mon cas parce que, ouais, j'y suis allé un petit peu à reculons, vraiment par le boulot, un petit peu par nécessité, mais passé là-bas, j'avais quand même la volonté de revenir sur mes terres. Mais c'est vraiment une expérience de ouf, avec vraiment des gens merveilleux et plein de belles choses. Et aussi, du beau temps, ça arrive quand même. ça arrive, voilà. Et en plus, on l'apprécie d'autant plus que c'est rare. Donc, donc voilà. Ok, super. Et c'est marrant parce qu'en fait, il y a pas mal d'investisseurs qui étaient pompiers. Enfin, je sais que dans ceux qui sont connus, si je me trompe pas, il y a Yann Darwin, il y a aussi Goulwen Tristan là qui fait des ultramarathons. Donc c'est un peu, je sais pas, faudrait chercher la causalité, mais en tout cas c'est intéressant. Et euh, et du coup, est-ce que la vie de pompier, ça t'a aidé peut-être, je sais pas, le rythme, ou t'as plus de permissions, ou t'étais logé, ou est-ce que ça t'a aidé déjà dans ta vie d'investisseur d'avoir ce statut de pompier? Ouais, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de pompiers qui sont tournés sur l'investissement, beaucoup sur l'investissement immobilier, du fait que historiquement, bah, les pompiers étaient vraiment un petit peu touche à tout, et ils faisaient un petit peu on exerce différents corps de métier dans tout ça. Il faut être débrouillard, dégourdi, etc. Et tu avais beaucoup de personnes qui avaient un attrait déjà pour le bâtiment. Euh,
pour le bricolage, les travaux, etc. Et comme tu le dis, le rythme particulier où en fait, en fonction des différents statuts qu'on peut avoir, parce que chez les pompiers, tu as le pompier militaire à Paris-Marseille, tu as le pompier professionnel, donc en province, et puis tu as également les pompiers volontaires, donc là c'est en plus de leur taf. Mais pour ce qui est des pompiers militaires et professionnels, en fait, tu as des rythmes de garde et pour les professionnels qui représentent la majorité, en fait, tu tournes bien souvent 24 heures de garde et 48 heures de repos. En fait, et donc sur ces 48 heures de repos, ben voilà, une fois que tu t'es reposé un petit peu le matin, etc., le lendemain de ta garde, si tu avais passé une sale nuit, ça te laisse quand même du temps libre pour t'occuper de tes affaires et donc potentiellement te lancer dans l'investissement immobilier, faire des travaux, etc., etc. Donc oui, le rythme m'a permis de faire ça. Alors pour ma part, hein, j'ai aucune appétence pour tout le milieu des travaux, mais ça te permet de dégager du temps pour pouvoir faire des investissements, ouais. Et si tu veux, on peut y venir un petit peu plus, mais en fait, moi, j'ai mis le pied à l'étrier à mes 20 ans, en fait, quand j'ai commencé à être engagé chez les pompiers de Paris, tout simplement où je sortais du cocon familial et donc fallait se loger. Et de là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, plutôt que de louer un appartement, quelque chose, pourquoi pas l'acheter, qu'au final, sur 20 ans, les mensualités de crédit seraient équivalentes à un loyer. Donc je suis parti dans l'investissement, mais sans aucune ambition, sans aucun objectif, à 20 ans par ce biais-là, où j'ai commencé directement par acheter ce petit appartement qui était ma résidence principale. Du Et coup, dans lors le Nord, de... c'était ou en région parisienne? Non, 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 c'était pas en région parisienne, c'était à Ah, Poitiers. c'était à Poitiers, ok. Il y a 80% des pompiers de Paris qui viennent de la province et qui restent à vivre en province et qui ont fait simplement les allers-retours pendant les Ah, gardes en train. Ouais, ah, ok. ouais, ouais. Ouais. Donc c'était quoi comme rythme sur un mois, par exemple? Tu faisais combien Euh, d'allers-retours? À Paris, alors tu pouvais faire des gardes de 24, 48 ou 72 heures, voire même un petit peu plus, mais grosso modo, ça devait être 14, 13, 12, 13, 14 gardes par mois, regroupés en 48 ou 72 heures, et donc ça laissait voilà, des périodes de permission de une, deux ou trois journées par mois, et voilà, tu avais grosso modo 15 jours pleins par mois, que quand quelqu'un travaille de façon, on va dire, standard, des horaires de bureau, tu vas avoir tes quatre week-ends, Ouais, donc c'est 8 ça, jours. ouais. Ok. Mais là, tu travailles certes beaucoup plus en termes de volume horaire, t'es pas présent du tout, mais par contre, tu as deux fois plus de temps de De repos rythme, vu que tout ok. est condensé, quoi. D'accord. Et donc, tu as Voilà, pu mais acheter à Poitiers. Et quand tu étais à Paris, tu dormais à la caserne ou quelque chose comme ça? exactement, ouais, 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 on était logé en caserne pour les gardes. Et ce premier investissement, il était encore une fois pas du tout fait dans un but d'investissement, si ce n'est de dire, tiens, je vais pas acheter mon argent par les fenêtres à travers une location. J'avais ce simple raisonnement de base à l'époque, sans aucune arrière-pensée. Et ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier, notamment lors de ma mutation, entre guillemets, pour partir dans le Nord. Il fallait bien que je fasse quelque chose de cet appartement. J'avais deux solutions, hein, typiquement, c'était soit de revendre, ou soit de le mettre en location. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais le louer, il est très très bien, on y a vécu, on était très très bien avec ma compagne, et donc pourquoi pas le mettre en location, chose que j'ai fait. Et voilà, et après, avec un an, 2 ans, tu vois que ça fonctionne bien, etc. Tu as envie C'est de, ça. t'as De envie de manière un réitérer peu, voilà. l'opération, quoi. C'était pas exactement fortuit, mais voilà, c'est l'enchaînement des événements qui a fait que tu as pu mettre le pied à l'étrier. Et ça, C'est ça. c'était il y a une dizaine d'années, du coup, plus ou moins? Ouais, il y a 15 ans, là, maintenant. Ouais, ouais, c'était en 2007. Que tu as Ouais, acheté? ouais, 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 en Ouais. 2007, à mes 20 ans. Donc, j'ai acheté encore une fois, ce logement. J'ai mis en location. Et après, on est arrivé dans le Nord. Je sais même plus si on a acheté notre résidence principale avant, et après, dans la foulée, on a réitéré avec ma compagne, sachant que ce premier investissement fonctionnait bien, tournait tranquillement. Euh, il n'était pas fou en termes de rentabilité, mais ça fonctionnait très très bien. Pourquoi pas réitérer un petit peu l'opération. Voilà, chose qu'on a fait. Donc, on s'est porté sur un deuxième petit appartement que j'ai acheté avec ma compagne en 2015, qui était déjà loué à l'époque. Je l'ai acheté loué, et à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours le même locataire qui est dedans. Ok, Euh, super. donc, ouais, c'est intéressant. Très intéressant. Ouais.
Ouais, bah super. Du coup, tu as pu faire un deuxième investissement donc dans la même région. Exactement, ouais, sur Poitiers, ouais, ouais. Moi, je suis full investi sur Poitiers, donc comme je te le disais, entre deux, on avait acheté notre résidence principale dans le nord, là, sur la commune de Armentières, à 20 minutes, 20 kilomètres de Lille. Et cette maison, par contre, qu'on a revendue il y a 2 ans là maintenant, quand on est revenu s'installer sur Poitiers. Mais oui, oui, sinon l'ensemble des investissements sont sur Poitiers, ouais. Mm. Ok. Et depuis le nord, du coup, tu as pu en faire d'autres à Poitiers que le second Ouais, tout à fait. Donc depuis le Nord, donc comme tu dis, j'avais lancé avec ma compagne ce second. On a refinancé aussi dans le même temps le premier appartement. Donc on l'a racheté à deux, parce que j'avais acheté tout seul, donc en société avec ma compagne. On a refait le deuxième et donc la résidence principale. Et là en 2018, on a fait une acquisition sur un immeuble de rapport là sur Poitiers, un peu plus conséquent là pour le coup, qui lui m'a fait vraiment switcher en termes d'investissement. Bon là, je le dis rapidement, mais c'est vrai que euh, à partir du deuxième appartement, j'ai commencé à me dire, tiens, il faut faire vraiment les choses sérieusement, avec la connaissance fiscale qui vient avec, etc., etc. Le fait de racheter le premier appartement en société pour une question aussi de préparer l'avenir, la transmission, etc. Et de là, ouais, je te dirais à partir de 2015, j'ai commencé vraiment à creuser un petit peu tous ces sujets un peu beaucoup plus sérieusement même. Et ouais, avec vraiment l'envie de grossir, de développer du patrimoine et voilà, pour assurer les arrières et puis voilà, construire quelque chose de et puis sympa. voilà. Et changer de rythme professionnel. Et ça a été parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent pour les gens qui habitent dans les villes qui sont chères. On leur bah forcément les biens à partir de 4 5 000 € le mètre carré, ça commence à être vraiment compliqué de trouver de la rentabilité locative. Et donc c'est un conseil qui est souvent donné d'essayer de regarder dans des villes plus rentables. Donc ça peut être votre ville d'origine, ça peut être je sais pas la ville de votre compagne, de vos grands-parents. Et donc en 2018, tu étais toujours dans le nord à ce moment-là quand tu as cherché ton immeuble. Ouais, 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 toujours dans le nord, ouais, tout à fait. Donc si tu pouvais Donc expliquer éventuellement comment la gestion peut-être des deux que tu avais déjà et après les recherches justement avec cette distance. ouais, ouais, parfaitement, ouais. Alors la gestion que j'avais, donc il s'agit de deux T2 initialement que j'avais. Donc un qui était déjà loué, Sur la deuxième 2015. acquisition qui était déjà acheté, loué, en bail classique, en bail en location nue, etc. Et donc la gestion, pas grand Il n'y a chose pas à faire grand-chose à parce que faire. Ouais. Il pas de connaît travaux, l'appartement mieux que toi en etc. fait. Ouais, exactement, c'est ça. Et donc une petite copropriété, syndic bénévole, trois propriétaires, il y a 4 lots, il y a trois propriétaires. Et donc, mis à part faire une petite AG, régler la question du partage des charges, etc. Vraiment, pas grand-chose à faire sur ce bien-là. Sur le premier bien que j'ai acheté, quand on l'a refinancé avec ma compagne, là, j'ai fait un petit peu de travaux pour vraiment casser, en fait, si tu veux, c'était un appartement de 47 mètres carrés avec vraiment 4 blocs distincts, bien fermés. Donc, la salle de bain, la cuisine, le salon et la chambre. Et là, on a refait des travaux pour refaire la cuisine complètement, refaire les sols. On a cassé la cuisine ouverte sur le salon et refait une salle de bain complète à ce moment-là pour vraiment créer de la valeur. Et c'est vrai que le fait d'ouvrir l'espace et de réaménager, ça a vraiment donné un petit plus. En plus, cerise sur le gâteau, on a gagné quelques petits mètres carrés avec les cloisons en moins. Ok, Mais, super. mais voilà. Et là c'est pareil, c'était toujours une location nue avec grosso modo un turnover au niveau des locataires tous les 2 ans et un bien qui s'est toujours reloué très très facilement. Euh, donc jusque-là, moi, je gérais tout en direct avec des beaux Oui, c'est papiers à tous les 2 ans, ça l'époque. va. Et les travaux, tu les avais Mm. délégués de l'ouverture? Ouais, ouais, ouais. Les travaux, je les avais délégués. J'avais pris un artisan qui faisait un peu tout corps de métier et qui m'a fait ça très très bien. Ouais, ouais. Ok, super. Et les deux biens maintenant, tu les as dans une SCI? Ou juste Non, il y a qu'un seul bien là dans une SCI et l'autre bien, il est en nom propre et avec ma l'autre, il compagne. a un Ouais, nom propre en nu. ouais, Ok. ouais, ouais. Et du coup, tu pourrais nous dire un peu les chiffres pour ces deux investissements? Combien ils t'ont Ouais, ouais, bien coûté? sûr. Combien tu les loues?
Bien sûr. Alors ces deux premiers investissements, alors ils sont cool. Moi, c'est ces petits bébés. Après, c'est vrai qu'en termes de rentabilité pure et dure, Bah, surtout si c'est l'objectif à la base, c'était pas de faire ça et le second, si tu rien eu à faire depuis 6 ans, voilà, il y a il y a un moment, on peut pas tout avoir non plus, hein, donc exactement. T'as tout résumé. Et donc sur le premier bien, alors hop, que je reprenne les chiffres, que je te dise pas de bêtises, d'être précis. Euh, tac, tac. Alors c'était un appartement de 47 mètres carrés sur Poitiers, à 5 minutes à pied de la gare, 10 minutes à pied du centre-ville, qui est vraiment sur un boulevard passant avec toutes les commodités, etc. Et c'est un appartement que j'avais acheté à l'époque 60 000 euros, 65 000 avec les frais de notaire, toute charge inclus. Et moi, je l'avais mis en location de base à 400 euros. Et quand on l'a refinancé avec ma compagne, ben, on est repassé forcément par la case frais de notaire quand même. On a repris ses frais et également investi 9 000 euros de travaux dedans. Donc on peut considérer qu'on est sur un investissement global à 80 000 euros avec aujourd'hui un loyer à 490 euros, qui est franchement assez raisonnable, vraiment avec une volonté de pas non plus assassiner entre guillemets le locataire, de laisser quand même une certaine liberté. Enfin, je sais pas comment dire, non, mais mais c'est ça, quand tu es en dessous des 500 euros, c'est vrai que moi j'ai plusieurs biens qui sont sous les 500 euros. En fait, déjà, tu touches presque tout le monde parce que les étudiants, eh ben, ça passe jusqu'à 500 euros. Les gens qui commencent à travailler, les couples, là, si tu dis à 47 mètres carrés pour un jeune couple, ça peut aller. Et c'est vrai que vu notamment les assurances, enfin, moi j'ai pas mal de biens avec des garanties à loyer impayé. Elle demande 2,7 fois, en tout cas pour mon assurance, 2,7 fois le loyer. Donc chaque dizaine d'euros en plus, c'est tout de suite des gros pourcentages de la population que tu enlèves. Voilà, si tu augmentes ton loyer de 100 euros, ben, ça fait presque 300 euros de revenus qui sont demandés en plus. Donc, et après, quand c'est trop cher, enfin, vaut mieux bien acheter que essayer de louer trop cher et ne pas louer ou avoir des changements trop fréquents, des choses comme ça. ouais, exactement. Et puis voilà, c'est un loyer, on va dire modéré en tout cas, qui, même si sur la fourchette haute, mais en fonction du service qu'on y appose, bah, ça permet d'une part garder le locataire peut-être plus longtemps dedans, il va s'y sentir bien, etc. Donc moins de turnover, moins de vacances locatives, moins de gestion. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Ça peut pas se quantifier sur une rentabilité pure et dure, mais par contre, c'est à prendre en compte en termes de temps passé de travail et puis de bien-être aussi Pour tout le monde, pour le pour toi locataire et en place. pour lui, ouais, Et, c'est ça. exactement. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais si vous demandez 50 euros de plus par mois et que tu perds un mois de vacances locatives à cause de ces 50 euros, bah, tu vas mettre un an à le récupérer. Enfin, c'est vraiment le loyer, c'est pas là où il faut essayer d'être trop gourmand, je pense. Vaut mieux être gourmand à la négociation ou que sur le loyer. Ok, super. Exactement, ouais. Et le deuxième bien, du coup? Alors là, Et c'est le même pas deux, toi qui as choisi le loyer, du coup, vu que c'était déjà. tout à fait, tout à fait. Et puis en termes de loyer, c'est pareil. Moi, c'est une vision que j'ai toujours appliquée, que j'appliquerai, je pense toujours. C'est que tant que le locataire reste dedans, je n'appliquerai jamais l'augmentation de l'IRL. L'IRL, donc l'indice de référence des loyers, on peut réévaluer les loyers de façon annuelle ou voire même trimestrielle, et ça représente grosso modo, allez, entre 1 et 2 d'augmentation chaque année. Mais je ne me vois pas demander 7 euros de plus ou 7,58 sur des montants comme ceux-là aux locataires chaque année. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je préfère réévaluer de 10 euros, de 20 euros, de 30 euros euh, suite à un turnover de locataires plutôt que de demander. Et donc voilà, ouais, c'est aussi une stratégie. Ouais, c'est une vraie question, cet indice des loyers. Parce que derrière, tu as quand même tes frais qui augmentent de possession en général. Moi, je sais que j'ai la PNO, l'assurance propriétaire non occupant. Elle a pris 20, alors c'est pas cher, mais elle a pris 20%. Les taxes foncières, elles prennent aussi. Et en même temps, bah, nous, on est le locataire, lui, il fait exactement ce qu'on lui demande. Il prend soin du bien et puis il nous verse l'argent tous les mois.
Donc ça devrait pas être à lui d'être pénalisé par un peu un appétit insatiable des assureurs et des communes. Donc c'est un bon parti pris, je pense que tant que et surtout si tu as des changements tous les 2 ans dans le premier bien, ça sert à rien d'essayer de grappiller 5 euros par mois. Ok. Et du coup, je t'ai coupé, je pense, le deuxième bien. Ouais, et donc ce deuxième bien, donc pareil, même typologie, un T2 également, légèrement plus petit, 40 mètres carrés, qui se situe là pour le coup un peu plus centre-ville. Et donc c'est un bien, alors j'ai fait l'acquisition en 2015, alors que je te dise pas de bêtises, 65 000 euros en prix net vendeur. Là, je suis passé par une agence. Et donc, avec les frais d'agence et les frais de notaire, on était sur 75 000 euros. À l'acquisition, c'est pareil, zéro travaux. Il était vraiment tout clean. Et avec donc une personne qui était déjà en location dedans, avec un loyer pour le coup, lui, à 400 euros et 30 euros de charge, un petit peu plus faible, mais un petit peu dans le même esprit, si tu veux. Un petit peu dans le même esprit, c'est pas grave dans le sens où moi, ça fait bientôt 6 ans qu'il est dedans. Il me Ça va. demande jamais rien. Enfin, j'ai aucune gestion à faire, si ce n'est, ouais, j'ai dû mettre les pieds deux fois dedans pour réparer une petite bricole qui m'avait demandé. Mais c'est tout, quoi. Donc, on est sur des rentabilités, grosso modo, à entre 5,5 et 6% en net. Donc, ça peut paraître sur le papier moyen, mais encore une fois, comme j'aime le dire. Après, on parlera d'autres investissements que j'ai fait qui est largement plus intéressant sur le papier d'un point de vue financier. Mais encore une fois, vraiment l'important de l'investissement immobilier, un des points forts, c'est cet effet de levier bancaire. Euh, on parlera peut-être de diversification, d'autres classes d'actifs, etc. Mais tu as l'immobilier, si ça rapporte entre 5 et 10-15% en fonction des modes d'exploitation. Euh, disons, prenons des chiffres simples pour que ce soit facile à comprendre, mais si on a une rentabilité de 10%, si on arrive à lever 200 000 euros, on s'enrichit techniquement de 20 000 euros à l'année, hors plus-value potentielle, etc. Exactement. Mais donc, on s'enrichit de 20 000 euros à l'année pour un investissement de 200 000 euros qui rapporterait 10%. Si on va sur, je sais pas moi, d'autres classes d'actifs un peu plus exotiques qui peuvent rapporter, je sais pas moi, les crypto-monnaies, etc., potentiellement plus, d'une part, il y a plus de risques. Deuxièmement, il y a plus de volatilité. Et troisièmement, c'est que l'enrichissement, même si considérons qu'il est de 100%, euh, il va se faire sur fonds propres. Donc, si la même personne investit, je sais pas moi, 5 000 euros, de ses fonds propres sur une classe d'actifs qui rapporterait 100%, donc ce qui est quand même intéressant, il va s'enrichir techniquement de 5 000 euros à l'année. Exactement. Alors qu'avec l'effet de levier, eh ben, Et voilà. Et donc avec l'effet de levier, on peut permettre de faire des choses intéressantes. Après, attention, je suis vraiment pas en train de dire vous pouvez acheter tout faites du n'importe leverage quoi. à fond, endettez-vous Euh, le plus possible, achetez non, non, voilà. n'importe quoi. Non, Surtout pas, surtout que le justement. levier, il est dans les deux sens. On en parle souvent. Si vous achetez quelque chose à 200 000 qui vaut que 100 000, bah, vous avez perdu 100 000. À la limite, en Exactement. Donc bourse, si vous faites pas n'importe quoi, vous posez 20 000 euros, bah, au pire, vous perdez 20 000 euros. Alors que. exactement. Ce que je voulais dire à travers ça, ouais. Donc, merci pour le fait d'éclaircir ça et de mettre des garde-fous. Il faut pas acheter tout et n'importe quoi les yeux fermés. Il faut bien acheter, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui recherchent la rentabilité à tout prix. On le voit dans les grosses villes ou des secteurs un peu prisés. On va avoir du mal vraiment à faire des choses avec en tout cas pour l'investissement immobilier locatif, résidentiel classique, on va avoir du mal à faire quelque chose qui va générer un cash flow une fois absorbé toutes les charges. On va être peut-être sur des rendements à 4, 5, 6%. Mais entre guillemets, c'est pas grave dès lors qu'il y a l'effet de levier, que c'est bien acheté et qu'il y a une valorisation derrière, parce que c'est ça qu'il faut prendre en Bien compte sûr. également. Si Moi, c'est deux. l'immobilier il prend aussi, et puis aussi le montant que vous avez remboursé. Le cash flow, pour moi, c'est surtout fait pour gérer les imprévus, gérer les travaux, améliorer le bien. Faut pas espérer vivre dessus si vous faites de la location classique. Si vous faites de la courte durée, c'est envisageable. Mais si vous faites de la location classique, à moins d'avoir plus que 20 lots, je pense que c'est impossible. Ou alors Exactement, avoir beaucoup d'apports à mettre. Voilà, c'est ça. surtout au début de la vie d'investisseur, c'est au moment
ou si on part du principe que les personnes qui se lancent partent de zéro ou de pas grand-chose, c'est la construction du patrimoine qui est intéressante. Par contre, c'est sûr que pour des personnes qui sont à un stade peut-être plus avancé, là, pour le coup, encore une fois, on reprend même un investissement à 5%. Quelqu'un qui aurait potentiellement, je sais pas moi, 1 million de patrimoine, ben, potentiellement, il s'enrichit de 50 000 euros à l'année. Donc là, oui, ça peut être intéressant. Mais C'est ça. Mais là, tu vois, toi, tu étais pompier, tu avais déjà tes deux biens, ils te rapportaient 800-900 € ça faisait quasiment 10 000 € par an. Voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pompiers qui investissent pas, qui arrivent à mettre 10 000 € en plus en ayant une RP de côté, quoi. Donc c'est surtout ça, c'est un peu de l'épargne à laquelle on n'a pas accès, mais le jour où vous vendez, elle existe bel et bien. exactement, et sans compter que ce sont des biens donc qui ont pris de la valeur depuis l'acquisition, donc qui ont été achetés aux alentours de 1 500 € du mètre carré, qui aujourd'hui se seraient valorisés entre 2000 et 2 500 € du mètre carré. Donc potentiellement, il y a une plus-value sur ces deux biens latente, allez, disons de 500 € du mètre carré sur quasiment 100 mètres carrés. Mm. Il y a une plus-value déjà 50 000 € en plus de la rentabilité qui court tout au long. Donc c'est vraiment très très intéressant d'une part de jouer l'effet de levier, deuxièmement de bien acheter et après en plus si possible de le valoriser, et si le marché est haussier et qu'on y croit au développement des villes moyennes, etc. Ben, ça peut être également intéressant quoi. Mm. Ok, super. Et du coup, si on peut parler de ton immeuble, Ouais, ouais, avec grand plaisir. Si tu veux, je sais pas, au niveau du podcast, si tu donnes, je t'ai envoyé le lien avec le descriptif du premier bien. Euh, du coup, pour imager, etc., si ça intéresse les auditeurs pour ok, mettre. c'est un lien, c'est quoi comme lien exactement? C'est un lien, c'est sur un site internet que j'ai créé, un dédié. Ok, bah super, bah on Voilà. mettra Je- ça je- ouais, dans la description du podcast. voilà. Je te Ok, l'ai mis dans le. Là, je te l'ai mis dans le chat, hein, si tu ok, veux. bah écoute, je le sauvegarde et puis je le mettrai en lien dans la description. Et puis aussi, je mettrai bien sûr le lien vers ton podcast Yes. pour, euh, pour tous les auditeurs que je vous recommande bien entendu d'écouter. Ok. Et donc, pour l'immeuble? Ouais, donc concernant l'immeuble, donc fort un petit peu de cette expérience qui s'est fait un petit peu au gré à gré pendant cette période, sans avoir vraiment d'ambition particulière et une réflexion poussée sur le truc, on prend conscience que oui, en effet, il y a donc des possibilités, notamment à travers, comme on le disait, l'effet de levier bancaire, etc., etc. Il y a des possibilités de faire des choses intéressantes. Et de là, je me suis mis en quête de voir, sachant que j'avais commencé à mettre un petit peu de côté, discuter un peu avec la banquière, etc., un petit peu plus en amont du projet. J'avais, entre guillemets, déjà une enveloppe budget, une enveloppe emprunt qui était déjà plus ou moins allouée. Donc, je me suis mis en recherche active euh, sur des biens peut-être pour le coup qui pouvaient être potentiellement beaucoup plus intéressants, et après une recherche vraiment très très active pendant 4, 5, 6 mois où je faisais des allers-retours à Poitiers vraiment 2 fois, 3 fois par mois pour faire mon lot de visites, etc., de discuter, d'aller chercher la pépite. Ben, j'ai réussi à avoir la chance qu'elle me tombe un petit peu dessus. Et Provoquer donc la là, chance, c'est un peu ça que tu as que t'as dû faire. ouais, c'est un petit peu ça, ouais. C'est sûr que j'étais de façon assez active quand même, mais ouais, ouais, de provoquer la chance. Et puis, justement, c'était lors d'une session de 2, 3 jours où je faisais des visites, etc. Au moment de remonter dans le nord, j'avais un bien qui était un petit peu dans le viseur, etc. Je commençais à faire un peu mes projections, et là, je vois une annonce qui tombe sur SoLoger. Donc forcément, je scrollais SoLoger, Le Bon Coin, avec des alertes, etc. au quotidien, plus en parallèle des échanges avec certains agents immobiliers avec qui j'avais quand même commencé à tisser de bons liens sur Poitiers. Et de là, en remontant sur le quai de la gare, je vois une annonce qui tombe sur SoLoger, et waouh. Et je me dis, mince, pourquoi c'est au moment où je repars, ça fait 3 jours que je suis là, etc., etc. Ouais. C'est au pire des moments, bref. Et donc je suis remonté, c'est pas grave, j'ai appelé directement pour prendre rendez-vous, j'ai pris le rendez-vous le plus tôt possible, et au final c'est mon père qui est allé faire la visite, et je me suis positionné directement Après la visite de ton père, sans avoir à vu. l'issue.
sans avoir vu à l'issue de la visite exactement. Le bien était conforme à l'annonce, etc., etc. Et donc voilà. Et donc j'ai pu avoir la primeur sur ce bien que j'ai pu négocier un petit peu aussi. Donc ce qui était intéressant. Et là, il s'agissait d'un immeuble de rapport, donc situé à Poitiers, à la gare, en face de la gare de Poitiers, un ancien hôtel particulier avec cinq lots pour le coup. 5 lots exclusivement habitation, plus de 300 mètres carrés, plus de 300 mètres, 310 mètres carrés en tout. Et voilà. Et donc de ce bien, j'ai commencé vraiment à me diversifier. Donc, c'est une acquisition qui a été faite également en nom propre, celle-ci. Mais je me suis dit, ça va être l'occasion de me lancer dans l'aventure du meublé avec le statut du LMNP dans un premier temps. Là, je vais passer LMP, pardon, Ok. Parce avec qu'avec 5 les... biens, t'y es vite au LMP, hein, je suppose. Les 5 biens, ils sont en Ouais, meublé du coup? les 5 biens sont en meublé. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus que 4 biens parce que d'entrée de jeu, j'ai créé une copropriété et j'ai revendu un bien qui était le plus grand. En fait, si tu veux, j'avais un studio, 20 mètres carrés, un T2 avec terrasse 40 mètres carrés, deux T4 de 85 mètres carrés, et au dernier étage, sur comble, un T3, mais de 90 mètres carrés avec des poutres apparentes, etc. Mais c'était qu'un T3. C'était le plus grand, un T3, mais avec les poutres apparentes, etc. Et donc, d'un point de vue locatif, je me suis dit que ça serait peut-être le moins intéressant à exploiter en termes de surface et de rendement. Par contre, en termes de vente, en termes de vente d'effet coup de cœur pour une résidence principale, ça pouvait être intéressant. Et donc, je me suis séparé de ce bien pour vraiment dégager de la trésorerie, Ok, pour d'une super. part être en sécurité quand même, parce que je commençais à avoir un patrimoine qui commençait à grossir, etc. Et je voulais quand même avoir de la trésorerie de sécurité au cas où, et également commencer à me diversifier sur également d'autres classes d'actifs. Voilà, donc ça Ok. m'a permis un petit peu tout ça. C'est ça en fait, Voilà. en général, alors il y a des exceptions, mais en général, quand on loue des pièces. Le tarif d'un T2 sera plus ou moins toujours dans une fourchette qui est assez proche, alors que quand on vend surtout des mètres carrés. Donc si vous avez un T3 de 90 mètres carrés ou de 50 mètres carrés, vous allez quasiment le louer au même prix. Par contre, vous allez le vendre peut-être 2 fois plus cher. Donc c'est sûr que les grands appartements avec peu de pièces, c'est pas le meilleur plan pour l'investissement locatif, mais pour la revente, visiblement, c'était intéressant. C'est exactement ça, ouais. Et donc le reste des lots, donc je me suis dit, bah tiens, typiquement, c'est parfait. Les T4, ça va être vraiment excellent pour faire de la colocation, chose que j'ai fait. Et les deux plus petites surfaces, je me suis lancé dans le bain de la location courte durée. Ok, super. Typiquement Airbnb, Booking, et puis même une possibilité de site en direct, voilà, et qui fonctionne à merveille pour ces 4 lots. Ok. Et la location courte durée, c'est plutôt à des touristes ou des travailleurs que... Alors c'est ouais, une très très bonne question. C'est un mixte. Du coup, c'est pareil. Je te mets l'ensemble. Si vous allez à Poitiers, au Futuroscope ou ailleurs, vous aurez le lien dans la description. Non, mais c'est plus pour imager parce que Non, c'est bien vrai qu'on est sûr. sur de l'audio et on a du mal forcément. On n'a pas toujours. Voilà, c'est peut-être un peu compliqué de se projeter, d'imager, puis ça permettra un petit peu tout ça. Euh, du coup, là, pour te répondre, la location courte durée, elle, oui, elle est axée un petit peu sur tout type de personnes. Ça va dépendre des périodes. Les périodes de vacances scolaires, forcément, ça va être des gens plus touristiques, soit qui veulent visiter Poitiers, soit venir au Futuroscope, ou soit un point d'étape, une ville de passage. Et le reste du temps, également pour les week-ends, etc. Ou alors, ça peut être aussi beaucoup de contrats pour des gens qui viennent travailler avec des missions assez courtes, etc. Et donc, ouais, c'est plutôt intéressant. Ouais. Et ceux-là, tu les as refaits, parce que là, je suis en train de surfer du coup sur ton site apparthotelpoitiers.com. Visiblement, ils ont été complètement refaits, ceux-là, par rapport Tout, à... tout à fait, ouais, 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 tout à fait. Cuisine, salle de bain, parquet, puis peinture pour un des appartements. Et l'autre appartement, ouais, cuisine, salle de bain, écarlage de la chambre et peinture. Mais sinon, c'était un immeuble avec, je te dis, un ancien hôtel particulier. Et donc, il y avait déjà toutes ces moulures, C'est ça, etc., là, on voit bien, au c'est niveau vrai, des sur murs, des les... plafonds. que ça Et avait tout ça, du c'est temps pris. d'origine, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok, Avec des super. belles hauteurs de plafond, bien lumineux. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, parce que c'est la première fois, je pense, que je parle
avec quelqu'un qui a fait cette opération de division cession. Comment ça s'est passé par rapport à ton financement? Tu as remboursé une partie de l'emprunt ou qu'est-ce que tu as fait avec le produit de cette cession Ouais, très très belle question. Suite à la vente, de base, ma banquière chérie, si je peux l'appeler comme ça, elle était en congé, etc. Et elle est revenue de congé, je sais plus, mais 2, 3 jours avant de signer la vente. Et elle revient de congé, elle me dit bon bah Ismaël, parfait pour la vente, j'ai pris note des trucs, etc. Ben parfait, on va rembourser l'emprunt. Et pour ma part, non, non, c'était pas du tout le but de rembourser l'emprunt. Le but, c'était vraiment de garder cette manne, cette trésorerie pour pouvoir réinvestir, etc. Et donc, je lui explique, elle me dit oui, en effet, mais vu que du coup, c'était un bien qui était quand même soumis à une hypothèque Mhm. globale, pour couvrir un petit peu, on va être soit obligé de rembourser au moins de façon partielle, ou alors euh, de garder du cash et de nantir à côté en termes de garantie. Et donc, on a trouvé le compromis. Et donc, il y a eu une petite partie qui a été conservée, placée sur une assurance vie et nantie, euh, voilà, pour garantir ça. Et le reste de la trésorerie, j'ai pu, Tu as voilà, pu en en faire disposer. ce que tu voulais. Exactement, ouais. Ok, super. Et donc, tu peux nous dire un peu des chiffres de rentabilité pour cet immeuble ou... Ouais, ouais, bien sûr. Avec donc du coup une précision quand même. Donc là, on va parler de rentabilité avec des modes d'exploitation qui sont quand même particulières, Beaucoup notamment plus la courte chronophage, durée. c'est ça. Exactement. Donc, j'ai pu mettre en place quand même des méthodes pour, d'une part, automatiser l'allée venue et déléguer toute la partie entretien, ménage, etc. Donc, je suis assez tranquille, mais malgré tout, ça reste quand même du boulot. Comparé les deux autres appartements qui sont vraiment en mode C'est ça, en même roue si vous libre, là, déléguez, c'est si tu délègues toute la... Moi, j'ai un concierge, mais malgré le concierge, pour les LCD, ça prend... il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup plus de temps. exactement. Et donc là, donc on était sur une acquisition sur le tout à 353 000 euros. Avec du coup des frais d'agence, c'était à 14 000 euros, si je dis pas de bêtises, des frais de notaire à 23 000 euros, des travaux dedans, un budget travaux de 20 000 euros, des frais de dossier garantis, et donc on était sur un emprunt global, donc sur un prix d'acquisition à 350, sur un emprunt global à 399 000 euros, et donc là, en exploitation, du coup, ça fait 1400 euros de revenus locatifs pour les petits appartements en location courte durée et 1020 euros de loyer hors charge pour la colocation et avec les charges. Et donc là, on est sur une rentabilité à 14% avec une vente en plus. Ah, c'est ça, oui, avec la vente. Parce que... Exactement. Ok. Ah, bah ça, Avec la, c'est des beaux avec chiffres la vente, d'acquisition. sans la vente, on tournerait aux alentours de 17%. Ouais, ok. Non, bah super. Super, super acquisition, t'as bien fait. Puis ça fait passer un cap, hein, passer de T2 à 60 000 euros à un immeuble à 400. Là, t'as quand même le temps de te poser les questions. Est-ce que c'est la bonne taille? Non, bah super. Et du coup, tu peux nous parler un peu de ce que tu as fait du produit de cette vente du T3 dans Ouais, l'objectif de diversification? ouais, ouais, bien sûr. Donc, du coup, bon, l'immobilier, vraiment un bel attrait, c'est cool, etc. Mais à force de, voilà, de se renseigner, de voir les différentes possibilités, eh ben, on voit également aussi l'autre facette euh, des possibilités, parce que c'est vrai que l'investissement, bon, il y a la partie immobilier, le socle avec le levier, pardon, le levier bancaire, mais après il y a toute la question, on va dire, des marchés financiers au sens large, et puis aussi de l'investissement dans des sociétés en direct, tout le côté equity, non coté, etc. Et donc, je me suis vraiment intéressé à tout ce panel-là depuis maintenant quelques années. Et au moment de la vente, j'avais déjà voilà une stratégie de diversification où je voulais être investi et un peu en bourse, et un peu en bourse au travers un PEA, et un peu en bourse au travers un compte titre, et dans les crypto-monnaies, et un peu avoir aussi un petit peu de métaux précieux, typiquement l'or, et également être sur investi en direct aussi dans des entreprises, avec le private equity. Euh, Ok. voilà. Ça Et je fait me suis également amusé. cinq piliers un peu, ouais.
C'est ça. Et je me suis également amusé avec du crowdfunding, notamment du crowdfunding immobilier. Mais voilà, ouais, un petit peu la Donc, diversification. ok. Et comment tu as réparti du coup entre ces... Donc si je reprends, tu me coupes si je me trompe. Bourse, PEA, compte titre, je suppose que là c'est là où tu as mis le plus. Exactement, ouais. Et assurance vie Et également, assurance vie. ouais, et ouvert également des assurances vie, plus pour prendre date plus pour prendre date et ouvrir des véhicules, d'avoir des véhicules à disposition, plutôt que d'investir dessus. Mais Ok. euh, mais oui, oui, exactement. Donc la répartition. Alors, je vais essayer de te reprendre les chiffres du moment parce qu'en plus ça a bien Ça monte, hein. évolué. La bourse, ça monte hein, depuis le début de l'année là. Franchement, on est pas Ouais, ouais, mal, hein. ouais, 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 bien sûr, ouais. Donc là, c'était tout ça en début 2019 et donc du coup, j'ai dû partir sur une allocation grosso modo 10% crypto, 10% sur de l'or, 50% peut-être bourse, un petit peu le reste en assurance vie et puis aussi sur des livrets bancaires en cash également et un peu en crowdfunding, mais voilà un petit peu la répartition. Et après, bah, ça a bien évolué avec le marché des cryptos également, qui a bien bougé. Mais ouais, 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 voilà un peu le. Ouais. Ouais, du coup, les cryptos, ils ont pris une plus grosse part. Je suppose même malgré le crash, enfin, je sais pas si on peut appeler ça crash, mais en tout cas la bonne coupe là de avril, du mois d'avril, la bourse elle a bien augmenté. Et puis je suppose que les assurances vie c'est beaucoup plus calme. Et le private equity, Exactement. c'est en général t'as pas vraiment de vue sur la valo. T'as as beaucoup d'espoir, mais tant que t'es pas sorti, tu sais pas. Exactement. Après, ça dépend là, donc, sur le private equity. Alors moi, je suis simplement sur deux boîtes et dont une là qui refait une levée de fonds. Et donc, à travers cette nouvelle levée de fonds qui est faite un an après, on voit une valorisation qui a été multipliée par presque deux. Ok. Du coup, ouais. Ouais, donc ça c'est parce que les boîtes non cotées, souvent c'est ça, quand elles lèvent des fonds, c'est là où vous vous rendez compte. En fait, on peut racheter une part pour le double du prix, le triple du prix. Et si vous s'ils réémettent au même prix, c'est en général pas bon signe. Donc en fait, tu te et l'or. Alors moi, j'ai pas du tout de métaux précieux. C'est vraiment un truc auquel voilà, j'ai pas prêté trop attention, principalement parce que ça rapporte pas d'intérêt. Mais du coup, on en est où des cours? J'ai aucune idée sur l'évolution Les des cours. cours, c'est pareil, je suis pas au quotidien. Là, on doit être à environ 1800 $ pour une once, mais donc ça a bien monté. Pareil, toute l'année 2019, un petit peu comme les marchés financiers d'une façon générale. Souvent, c'est un actif qui est assez décorrélé, mais là, pour le coup, depuis 2019, il est assez corrélé au marché financier, on va dire boursier classique. Il a vraiment bien pumpé. Après, avec la crise, il a commencé par chuter au début, et après, par contre, lui, il est reparti plus vite que tous les autres. Et voilà. Et là, on stagne depuis une petite correction. Mais voilà, on doit être à 1800 €, 1800 $ pardon, pour une once d'or. Ok. Donc ce que tu fais, c'est un peu le concept qu'on appelle permanent portfolio, C'est qui exactement ça, ouais, ouais. pour alors bon, je suis pas expert là-dedans, mais en gros, c'est censé être un portefeuille qui est résilient et ça c'est assez bien prouvé. Donc quand une classe d'actifs va baisser, l'autre va monter, typiquement avec l'or. Et et à long terme, c'est prouvé en tout cas qu'elle a une meilleure performance que la plupart des portefeuilles. Alors je sais qu'il y a des permanents de portfolio qui sont plus ou moins optimisé avec peut-être plus. Parce que le classique, c'est tu divises par 4. Je pense que c'est actions, obligations, mais métaux et cash, je suppose. Non, c'est ouais, c'est ça, mais les actions américaines, des small caps ou pays émergents, de l'or et des obligations. Et donc c'est Ray Dalio, donc un des plus grands investisseurs américains, qui a son fonds Bridgewater, quelque chose comme ça, son fonds, donc un des plus gros fonds américains, qui a théorisé ce portfolio, donc le permanent portfolio, avec comme ça, voilà, vraiment cette répartition en un quart, un quart, un quart. Et en dehors de le respecter à la lettre, il m'a, comme tu l'as souligné, vraiment énormément inspiré, plus dans le sens où, en effet, tu es positionné sur des classes d'actifs qui sont décorrélées les unes des autres, notamment avec les métaux précieux qui sont décorrélés des actions, les obligations, etc. Et donc, quand il y a un crack d'un secteur, etc., ben, l'autre reprend le dessus. Et c'est sûr qu'en période de marché haussier, fou comme on peut voir, hormis la période de crise, mais
comme on peut voir là, souvent, les actions surperforment, mais par contre, dès lors qu'on y met une crise boursière, etc., ce type de portfolio, mais il résiste mieux. Et lorsque, je sais pas moi, si quelqu'un est full action, il va être à plus 10% tous les ans, mais un an où il y a un crack, il va être à moins 30, l'autre, il va peut-être être à plus 7%, mais le jour de la crise, il va perdre que 10%. Et en fait, lissé sur le temps, comme tu l'as dit, il y a pas mal d'études, etc., qui montrent que c'est quelque chose, en tout cas pour quelqu'un qui souhaite holder et pas trader, d'être tout le temps à rééquilibrer, à revendre, à racheter, etc. Quelqu'un qui vit sur le long terme de façon assez passive, c'est quelque chose qui est assez approprié. Et donc, c'est en ce sens où j'ai voulu m'inspirer de ça. Aujourd'hui, j'y reviens un petit peu, non pas dans le sens par rapport aux performances, loin de là. Par contre, je souhaite me développer vraiment beaucoup plus sur l'économie réelle et donc peut-être me décharger un petit peu des marchés boursiers traditionnels, du marché secondaire, etc., de certaines boîtes qui potentiellement ça peut être intéressant, mettre des dividendes, etc. Mais je pense que d'un point de vue éthique, ça n'apporte pas grand-chose. Et je pense qu'on peut allier à l'heure d'aujourd'hui et performance et mettre du sens dans notre épargne, dans nos investissements. Et donc, je me détourne de plus en plus de ça pour m'orienter de plus en plus sur soit de l'investissement en private equity en direct, dans des entreprises euh, qui vont être ou des investissements socialement responsables, ou alors voilà sur des types comme le crowdfunding, transition Ok. énergétique, etc., avec des choses qui Et ont ça, un petit peu plus de sens. c'est pareil, si je me trompe Mm, pas. Alors, même si on voit pas exactement tout de suite la performance des biens, donc des actifs ESG, enfin les actifs verts et socialement responsables, visiblement, j'ai déjà lu des études qui montrent aussi une surperformance de ces classes d'actifs. Donc, c'est à la fois voilà, une bonne idée et également miser un peu sur le futur. C'est sûr que si vous achetez des actions, alors bon, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire, mais des actions Total, il y a peu de chances que Total il vaille 3 ou 4 fois ce qu'il valent aujourd'hui dans 20 ans. Enfin, sauf à vraiment prendre un virage que personne n'a vu. Ils essayent d'aller dans le vert, mais voilà, il y a quand même un peu une limite. Donc, alors que d'autres sociétés, ben, bon, il y en a une qui est connue, c'est Tesla. Alors, on est d'accord ou pas avec les cours qui ont complètement explosé, mais voilà, on voit bien à quel point le marché il est sensible, en tout cas, à la cause écologique. Donc, c'est vrai que c'est pas du tout un mauvais point d'investir là-dedans. Après, il faut aussi vérifier un peu les valos. Voilà, si demain vous investissez dans Tesla, regardez ce que ça vaut par rapport à ses fondamentaux. Vous pouvez mettre une pièce, mais c'est pas dit qu'il fallait tout mettre en all-in dessus. Sur les plus petites sociétés, je pense que là, il y a vraiment un gros potentiel de développement. Et si je me suis pas trompé, hier, j'ai lu que en 2035, il y aurait plus de voitures à énergie fossile en Union européenne. Donc, on voit bien tous les marchés qui peuvent se développer. Je sais pas, rien que de chargement, enfin, il peut se passer tellement de choses du coup en un laps de temps qui est quand même assez court à l'échelle d'un portefeuille. Exactement, ouais, c'est ça. Les engagements, en tout cas, de la France, c'était 2040 pour sortir des énergies fossiles, en tout cas pour les transports. Et l'Union européenne, oui, a voté. Alors, je ne sais pas si c'est voté encore En acté, tout cas, etc., ouais, mais pour 2035. Mais toujours est-il que, oui, la tendance, elle est là sur la transition écologique énergétique. Il y a des choses qui vont se passer, et donc autant anticiper, être pionnier et participer directement. À d'une part la transition énergétique, mais pas que, également à la transformation de la société d'une certaine façon, parce que dès lors on donne son épargne à gérer par un banquier traditionnel pour placer sur de l'assurance vie, d'une part, en termes de performance, il y aurait peut-être à rediscuter, mais en plus, qu'est-ce qu'ils font vraiment de l'argent, où ça va, etc. Que le fait de faire des choix en conscience et de pouvoir avoir de l'emprise directement, et d'une part sur l'économie, et en plus sur des secteurs qui potentiellement peuvent nous tenir à cœur, je trouve ça plus intéressant également. Donc, je suis en train de revoir un petit peu là toute la ok. stratégie aussi là-dessus pour pouvoir développer également plus encore ce pan-là, quoi. Mm. Et tu pourrais nous donner des exemples de sociétés réelles dans lesquelles, au moins de l'activité, dans lesquelles tu souhaites ou tu as déjà investi.
Ouais, alors moi j'ai investi dans 2 sociétés qui sont rien à voir avec la transition énergétique ou solidaire. Il y a la société, Green Bull, on parlait, tout à l'heure avant de commencer, l'épisode, où tu évoquais, notamment Ian Darwin, et cetera. Eux sur, le côté, développement, éducation financière et cetera, à l'image de ce que tu prônes sur ton podcast. Mais aussi dans la société également de François Denis, Lord Token, qui crée grosso modo une plateforme de courtage pour Pour le une crypto? plateforme d'exchange, pardon, crypto-monnaie, Ok. ouais, et avec des services à poser qui vont être peut-être du financement participatif pour développer de l'immobilier, etc., etc. Donc moi, je suis investi directement là-dedans, mais j'aimerais de plus en plus me tourner peut-être. Alors ça passera peut-être dans un premier temps à travers des plateformes comme lita.co ou Landosphère, mais me tourner pour investir sur des projets plus social, solidaire et voilà, pour également participer à la transition énergétique. Tu Il peux y a nous parler beaucoup de ces de... plateformes? J'en ai jamais entendu parler personnellement, donc peut-être que je suis pas le seul. Ouais, ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Ben, par exemple, Landosphère, c'est une boîte, donc il y a c'est une plateforme de financement participatif qui te propose d'investir dans des projets sur la transition énergétique. Donc, typiquement, sur des parcs éoliens ou alors des, euh, des parcs solaires ou de la récupération du gaz de mine, etc. Euh, et donc à chaque fois il y a un projet qui se fait et donc ils font une collecte sur la plateforme et donc ça va se traduire derrière euh, sur de l'equity, alors soit en obligation, en dette, soit en prise de participation, en action, et puis avec des tickets minimums qui sont vraiment très très abordables, et après avec des rendements associés aux Ok. alentours de 5-6%, mais voilà, avec des tickets d'entrée à partir de 50 euros. Voilà pour l'endosphère, et puis lita.co. L'endosphère, moi pour ma part, je suis déjà investi dessus, donc je vois très bien. En plus, j'ai fait un excellent épisode Que je vous sur invite à le écouter, podcast bien sûr. avec Laure Verag, la cofondatrice. Mais Lita.co, eux, ça va être une plateforme également de financement participatif, mais plus pour investir sur des entreprises, mais pas forcément que de la transition énergétique, des entreprises euh, qui vont être Socialement labellisées responsable ou des choses socialement responsables, etc. Ouais, ouais, ouais. parce que bon là, je pense que c'est pas exactement le sujet de l'épisode, mais il existe des fonds verts. Mais si vous regardez les fonds verts, il y a vraiment pas mal de comment dire, enfin, les sociétés qui vont être dedans, c'est pas vraiment l'image que vous pourriez avoir d'un fonds socialement et éthiquement responsable. Et puis il y a des très grosses sociétés qui prennent une très grosse part de ces fonds. Du coup, c'est vraiment discutable. J'ai vu un reportage une fois sur les banques belges qui proposaient des fonds verts et en fait, on s'apercevait qu'il y avait plein des pétroliers ou des choses inimaginables sur le papier et qu'en fait, souvent, même les banquiers qui proposaient ça, ils avaient aucune idée des sociétés derrière. Donc, si on investit directement, au moins on sait vers C'est ça, et où on va peut-être tendre. que sur les boîtes que tu parles, avec les compagnies pétrolières, etc., ils le classent peut-être fond vert parce que peut-être qu'ils partent de loin, mais qu'ils ont peut-être certainement amorcé quand même des virages à 180, 190 degrés dans la direction de se renouveler. T'évoquais tout à l'heure Total, et c'est vrai que ça pourra faire partie, mais demain Total sera un des géants verts euh, de la planète, C'est alors possible. qu'ils Ouais, c'est partent ça. de très Ils très très partent de très très, loin. mais ils ont un très gros impact. Donc c'est sûr que Mais forcément, quand eux ils changent, si vous avez une PME qui pose 3 panneaux solaires, et ben elle a beau être 100% verte, si Total ils font un petit changement eux dans leur exactement, hein, exploitation, s'ils ça, basculent 15%, 20% de leur exploitation, ben oui, ça exactement. va avoir un impact considérable, c'est sûr et certain. Et donc, il y a plusieurs critères comme ça qui vont régir après au niveau en tout cas des labels. Va y avoir également la prise en compte comment est constituée la société, quelle est la rémunération aussi des salariés. Est-ce que les salariés sont tous actionnaires de la société? Est-ce qu'il y a un plafonnement des revenus entre le salarié le moins bien rémunéré et le patron, etc., etc. Il y a énormément de critères comme ça qui viennent conforter dans ces labels et ça peut être intéressant, mais en effet, oui, il faut creuser, faire ses propres recherches. Et c'est comme C'est pour ça, tout, on ouais. en est un peu au début, mais il y a pas mal de choses qui se mettent en place, des référentiels internationaux, des référentiels un peu plus locaux, des sortes de... C'est un peu compliqué à faire, mais des sortes de notes, voilà, en fonction de votre risque. Si vous êtes dans des pays pauvres, peut-être les risques
de corruption, voilà, d'exploitation des gens. Donc, c'est sûr que c'est difficile de mettre côte à côte. Je sais pas si vous rasez l'impact que vous avez sur les animaux, sur le régime politique local, sur l'exploitation des ressources. Mais c'est vrai qu'il y a pas. C'est très intéressant comme domaine et c'est vraiment ce que je pense qui bouge le plus en ce moment. Donc, tu fais super Ouais, bien. ouais, exactement, et ça tient à se développer. Et c'est vrai que d'une façon générale, l'épargne des Français, ça représente 11 tonnes de CO2 euh, par an. Et 11 tonnes de CO2, bon, tu vas me dire, ça représente quoi? J'y connais rien. Oui, moi non plus. Mais 11 tonnes de CO2, c'est plus que les transports. En gros, l'épargne moyen des Français qui dort en banque est utilisé d'une certaine façon, qui produit Hein. beaucoup plus, qui a une empreinte carbone beaucoup plus importante que le mode de transport annuel des mêmes Français. Et donc c'est vrai qu'il y a énormément à faire, et il y a beaucoup de choses à faire en la matière. Et donc je trouve ça quand même un domaine très intéressant. Bon, on dérive un petit peu de l'immobilier Non, mais initial. c'était un peu le thème de l'épisode. Donc, si je résume, brûler toute votre épargne dans un Porsche Cayenne, ça polluera moins que de le laisser, que de le laisser sur des comptes. Non, je connaissais pas ces chiffres. C'est vrai, c'est très intéressant de. Donc, regardez où va votre épargne si vous en avez C'est beaucoup. ça. Et pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, c'est intéressant également avec notre ami Elon Musk et Tesla. On peut quand même, soit il y a un business model, enfin en tout cas pour vendre de la voiture électrique, etc. Donc ça peut être louable. Par contre, il y aurait peut-être à discuter sur la conquête spatiale, la course qui se font C'est ça. avec Virgin Galactic Ouais. et puis Blue Origin là de Bezos et puis Richard Branson. Donc les trois, on va dire les trois mousquetaires. Voilà, bon, il y aurait peut-être à redire aussi sur l'empreinte, même si après, bon, voilà, ça partirait peut-être sur des sujets un peu plus philosophiques, un peu plus lointains, mais voilà. Donc, de toute manière, dans tous les cas, tout n'est pas C'est jamais tout tout blanc, tout blanc ou noir. tout noir. Et quand vous aidez Mm, quelqu'un, vous. Voilà, c'est pareil. L'autre jour, j'avais entendu. Il y a Jean-Marc Jancovici, là, il est assez connu sur YouTube et il explique assez bien les choses. Et il dit que par exemple, une centrale nucléaire, ça prend peut-être 1% d'un champ éolien qui produit la même énergie. Donc voilà, on peut être pour ou contre le nucléaire, mais voilà, le champ éolien, il va prendre de la place pour des animaux, pour des choses comme ça. Donc c'est jamais, dans l'écologie, c'est jamais noir ou blanc et tout le monde a un peu son avis, mais c'est sûr que c'est intéressant, je pense, justement de se pencher sur le sujet et puis de mettre ses investissements dans le même sens. Et puis là, on voit aussi sur les cryptos, là, il y a pas mal de mouvements en ce moment sur les fermes de minage de Bitcoin. Alors, pour l'instant, j'ai l'impression que ça n'a pas trop d'impact sur le cours, mais voilà, en fonction des pays, ce qu'ils vont un petit peu, et décider. puis il n'y a pas encore assez de recul. Après, il y a eu quelques études qui sont parues là-dessus. Alors c'est sûr que les fermes de minage avec tous les gros serveurs, etc., branchés H24, ça consomme, mais est-ce que le système à grande échelle consommerait plus que le système bancaire C'est classique ça, de avec Visa qui ont des les data Visa, centers et tout Mastercard, ça. etc. Est-ce que ça consommerait plus? A priori, je dis non. Mm. Donc voilà, ça reste encore aussi à l'étude. C'est sûr qu'il y aura du pour du contre. Et en plus, c'est que le début de la technologie aussi blockchain qui est mise en place au début. Bon, il y a matière à Ça, discuter, il y c'est a sûr, matière à ouais. travailler, mais ouais. Puis les Mais c'est vrai que fermes, ce sont des débats. il y a rien qui nous empêche. La Chine, ils ont pas mal de fermes qui tournent visiblement à l'énergie hydroélectrique aussi et tout ça. Donc. Mais forcément, ce sera un élément dont il faudra tenir compte dans le futur. Ok, bah écoute, on va arriver bientôt à 1 heure d'épisode. Donc pour finir, j'ai toujours deux petites questions que je pose. C'est est-ce que tu as un livre ou des ressources à partager? Je vois dans le fond de ta caméra que vous ne voyez pas qu'il a le livre de Phil Knight, L'Art de la Victoire. Très bon livre. On voit bien à quel point il a forcé la chance. Enfin, lui, il avait jamais de cash de côté. Il a toujours tout réinvesti et tout. Enfin, je sais pas quand, pour toi, mais moi, quand je l'ai lu, j'étais un peu épuisé, quoi, de voir à quel point c'était, j'achète 100 chaussures, je les revends, j'ai de quoi en payer 200, et je sais plus, il parlait je l'ai lu il y a longtemps, mais un de ses amis, là, les parents, ils avaient posé, je crois, 8 000 $, c'est devenu des millions de dollars, mais on voyait bien à quel point le cash is king, déjà il y a 30 40 ans, c'était important, quoi.
Non, ouais, c'est clair, ouais, ce livre, comme l'autre de la biographie de Steve Jobs, c'est vrai que tout ce qui est biographie et ou autobiographie, c'est toujours intéressant d'un point de vue, voilà, entrepreneuriat, état d'esprit, pour voir un petit peu le cheminement. C'est très très immersif. J'adore la lecture pour ça. C'est pas cela que je voulais te recommander. J'en ai sélectionné deux Ok, autres. super. Compound Effect de Darren Hardy, les effets cumulés, qui est vraiment ouais, exceptionnel en tout cas je trouve. Assez simple, hein, de bon sens, mais voilà qui explique que avec des petits effets, des petites actions répétées quotidiennement, ben, on arrive à faire vraiment de grandes différences au bout du bout. Et on peut l'appliquer vraiment à tout domaine de la vie, hein, que ce soit sportif, l'alimentation, le business, les investissements, etc. Et donc, ouais, The Compound Effect de Darren Hardy est vraiment exceptionnel pour ça. Et j'aime bien également de Ryan Holiday, L'obstacle et le chemin. Ok. Euh, Ryan Holiday est un auteur qui est assez apprécié, par exemple, de Tim Ferriss. Il a toute une philosophie sur le stoïcisme. Et voilà, l'obstacle et le chemin, en gros, voilà, tout est mis sur la couverture. C'est l'art éternel de transformer les épreuves en victoire. Euh, En gros, c'est intéressant de se fixer des objectifs, d'avoir des buts, etc. dans la vie, mais voilà. Le Euh, voyage compte plus que l'arrivée, bien souvent, c'est ça, il le faut. voyage compte plus que l'arrivée. Il y a un petit peu de ça, et puis il y a aussi un petit peu de sur le voyage, ben, il y aura forcément des embûches, voilà. Et je pense qu'il est intéressant euh, voilà, de faire face et d'essayer d'être le plus stoïque possible par rapport aux événements qui peuvent nous arriver en cours de route. On parlait tout à l'heure des investissements, etc. On a parlé voilà du cheminement, et puis on arrive sur entre guillemets la réussite voilà immobilière, financière, etc. Mais à côté de ça, j'ai essuyé des refus de prêt sur d'autres projets. Là, je suis en train de concrétiser un projet. Ça fait 2 ans que je suis dessus, etc. Travaillé énormément, ça n'a pas été facile. Il y a vraiment beaucoup de choses, et que ce soit là du côté investissement, mais également sur la vie perso, etc. Il y a toujours, voilà, l'obstacle et le chemin de Ryan Holiday est vraiment très, très inspirant pour tout ça, quoi. Ok, super, bah merci pour ces deux. Le premier, je le connaissais, le deuxième, c'est vrai que j'en avais jamais entendu parler. Donc très intéressant. Et c'est sûr que peut-être à force de. Enfin, les youtubeurs connus et tout, ils parlent de cash flow, de financement à 110% et tout ça. Chacun fait un peu ses investissements comme il le souhaite. Toi et moi, on a un peu peut-être la même vision. En tout cas, moi, surtout en ce moment, j'essaye de faire des investissements qui tournent, de les faire rapidement, sans chercher forcément la rentabilité à tout prix. Voilà, il faut essayer d'être serein dans ces investissements. C'est peut-être ça quand même le plus important que d'aller chercher de la renta, pas faire les travaux d'électricité ou de gaz, des normes et tout ça. Et c'est pareil un peu pour avec ton permanent portfolio. C'est aussi, je pense, ça que tu cherches, c'est de la sérénité avant tout. Donc, si vous avez déjà Exactement. une Et vie puis, ouais. qui vous convient, c'est pas la peine d'essayer de vous mettre pour l'améliorer de 10%, d'essayer de tout remettre à plat. C'est ça. Et puis, ouais, je pense que c'est super important et intéressant de faire les choses, voilà, qui nous animent, qu'on a envie. J'aurais pu citer Napoleon Hill. Euh, Réfléchissez et devenez riche ou Réfléchissez, devenez avec riche, le diable, ou là, je sais plus comment, plus malin que le ouais, diable. plus malin que le diable. Mais Ouais. réfléchissez, devenez riche, il est très très bien parce qu'il y a les différentes étapes, etc. Mais il y a donc il parle de travail forcément, d'objectifs, de travail, et il y a la notion aussi de désir. Et il faut faire des choses qu'on a envie, qu'on désire, qui viennent du cœur, je pense. Il faut être voilà, faut faire les choses avec du sens et qui nous anime, qui nous fasse plaisir. Parce que si c'est faire de l'immobilier, parce que tout le monde ne le fait, que c'est intéressant, et je veux faire comme tout le monde, etc. Non. Surtout que l'immobilier, il y a tellement un panel. Là, on a évoqué le locatif, voilà, l'investissement locatif, mais ça peut être l'investissement dans l'achat-revente, ça peut être au travers des résidences principales, ça peut se faire à travers des plateformes de crowdfunding, ça peut se faire à travers des SCPI, ça peut se faire à travers des club deals, ça peut se faire de façon même du locatif maintenant délégué. Il y a des plateformes un petit peu clés en main, etc., Mm. etc. Donc il y a vraiment tout type de choses à faire. Il n'y a pas qu'une seule voie, il n'y a pas qu'un seul chemin, il n'y a pas qu'une seule façon. Et il faut mettre du cœur dans ce qu'on fait, et puis d'être guidé. Et après, bah, tout se passera bien, forcément. Oui. Ok, super. Et bah, c'était déjà un peu une réflexion philosophique, mais peut-être que tu as une citation ou une devise que tu, que tu voudrais nous partager.
Ouais, j'en ai plein, mais non, je citerai simplement Nelson Mandela. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Voilà, en gros, on peut être des exemples un petit peu pour tout le monde autour de soi, et donc d'essayer d'être, voilà, essayer de faire scintiller sa Voilà, c'est lumière. ça, d'être moteur un peu pour ce qu'on fait à toute petite échelle avec ce podcast. Et voilà, essayer de vous inspirer. Nous, on n'ira pas en prison peut-être pour nos idées d'investissement, mais voilà, c'est ça l'idée, le partage, voir que c'est possible. En fonction de la dernière fois, j'avais une enseignante à mi-temps avec 5 enfants. Toi, tu as été pompier, donc c'est quand même un métier qui est prenant, qui est physique. T'as pas habité sur place. Et maintenant, tu vois où t'en es, franchement, c'est génial. Et puis aussi, comme quoi, tout ce que tu fais maintenant dans ta vie de tous les jours, tu l'as appris sur le tas. Encore maintenant, tu as 35 ans. Dans 5 ans, je suis sûr, si on rediscute, tu feras encore des choses. Là, en fait, la moitié des choses que tu fais maintenant, il y a 5 ans, tu n'en avais pas idée. Et peut-être que dans 5 ans, t'en auras pas idée. Donc, jamais. C'est ça, si vous voulez une vie qui vous convienne, faut toujours. L'humain, c'est ça, hein, on passe de l'ennui à l'envie. Enfin, c'est un peu toujours, toujours plus d'envie. Donc voilà, n'arrêtez jamais d'apprendre, de vous former. Et tout ça. Bah écoute, Ismaël, ça m'a fait super plaisir d'avoir cet entretien avec toi. Et donc je Ben, merci à rappelle toi, merci à toi, Thibaut, hein. ton podcast, La Bonne Fortune. Si on veut te contacter, c'est le plus simple, c'est Instagram ou c'est ton site ou... Alors j'ai un compte Instagram que je vois peut-être pour essayer de de m'y atteler, de le développer peut-être à la rentrée. Sinon il y a le site internet, mais là où je suis peut-être le plus présent, c'est sur LinkedIn, sur mon nom perso, Ismaël Bernus. Voilà. Après on peut me contacter, enfin vraiment par tous les moyens, mais LinkedIn j'aime bien, ouais, ouais, ouais. Ou alors réservation Airbnb pour un mois complet et ensuite dans la messagerie, vous pourrez avoir ces contacts. Ben, merci Non, mais beaucoup. par Vas-y. contre, si tu veux, si pour tes auditeurs, ça peut être rigolo. S'il y en a qui viennent par Poitiers, par nécessité, etc., et qui passent dans le coin, ça fera plaisir de leur offrir une bouteille de vin s'ils viennent sur Poitiers, qui sont intéressés par les logements. Voilà, s'ils viennent de Voilà, ta part, ça fera plaisir d'offrir l'offre une bouteille de spéciale. vin pour les logements. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Ismaël, et à bientôt. Merci à toi. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que moi j'en ai eu à faire cette interview avec Ismaël. Pour rappel, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, YouTube, Deezer, Spotify, tout ce que vous voulez. Et si vous le souhaitez, mon livre Négocier un bien immobilier, 7 techniques pour gagner des dizaines de milliers d'euros est toujours disponible sur Amazon. Vous tapez Bye Bye Patron en un mot, ou alors il y a le lien dans la description du podcast. C'est un investissement que vous ne regretterez pas. Vous pouvez rentabiliser 100 000 voire 10 000 fois son prix. Je ne peux donc que vous recommander sa lecture. A très bientôt, bye bye et bonne semaine.